Oh, mais vous êtes là! Pardonnez-moi, je ne vous avais pas entendu tellement j'étais plongé dans mes pensées. Quelle belle saison, n'est-ce pas? Lorsque le manteau de l'hiver s'est étendu sur nos paisibles campagnes, on peut y sentir la force du froid qui enferme la nature dans sa prison de glace. Cette glace m'a toujours fasciné d'ailleurs. Imaginez la puissance qu'il faut pour geler tout un lac afin qu'on puisse y marcher, même y patiner dessus. Et plus encore, la puissance déployée pour former ces montagnes gelées hautes de plusieurs dizaines de mètres qui dérivent au gré des courants. Oui, c'est bien des icebergs dont je parle, géants de glace capables de faire sombrer des paquebots entiers, majestueux dans leur partie visible mais terrifiants une fois qu'on plonge sous la surface de l'eau, s'assombrissant un peu plus à mesure qu'on s'enfonce dans les abîmes. Et c'est d'ailleurs de cette fascination qu'est née cette réflexion. Et si chaque chose sur Terre était un iceberg, avec sa face visible, celle qu'on veut bien montrer, mais aussi sa face sombre, celle qu'on cache aux yeux du monde. Et c'est donc en quête de réponses que je me suis lancé dans des recherches qui m'ont mené là où jamais je n'aurais osé m'aventurer auparavant. Et j'y ai découvert ceci. La NFL, cette institution respectable que l'on connaît tous, était bel et bien, elle aussi, un iceberg. Elle a donc sa face visible, regroupant les histoires et les théories bien connues du grand public, mais par conséquent, elle a aussi sa face cachée, sa part d'ombre listant des faits et des chimères qui deviennent de plus en plus noires à mesure que l'on descend dans ses profondeurs. C'est donc cet iceberg que nous allons explorer ensemble dans cette série de 3 vidéos. Oui, 3, car ne sachant pas vraiment si vous étiez de taille à affronter cela, j'ai préféré y aller par paliers. Crescendo. J'ai donc découpé cet iceberg en 6 parties distinctes. Tout d'abord, le dessus de l'iceberg ou le ciel et sa face visible. Ensuite, la surface de l'eau et sous la surface de l'eau. Et enfin, les profondeurs de l'iceberg et ses abysses. Je vous propose donc aujourd'hui de nous attaquer aux 2 premiers paliers. Mais avant d'entamer la descente, je dois vous prévenir d'une chose qui a son importance. Malgré des recherches approfondies sur l'internet, je n'ai trouvé aucune trace d'un autre iceberg NFL français. Vous serez donc les premiers à ouvrir la voie, ce qui est en soi un honneur, mais vous prenez aussi le risque de vous y aventurer sans savoir sur quoi vous pourriez tomber, et sans savoir surtout si vous pourrez en revenir. C'est pourquoi je pense qu'il est une chose indispensable avant un tel voyage. J'espère que comme moi vous avez pris votre petite dose de courage car vous allez en avoir besoin et je vous invite maintenant à me suivre dans ce qui sera la première exploration française de l'iceberg NFL. Mes chers amis, bienvenue dans les chroniques du football américain. Il est évident qu'avant d'aller à proprement parler sur l'iceberg, il va nous falloir le survoler, s'en approcher. Et déjà là, nous pouvons apercevoir certaines petites choses. À première vue, rien d'anormal, c'est même plutôt familier, et c'est bien évident, car cette partie-là de l'iceberg, nous la connaissons tous plus ou moins. Néanmoins, il est tout de même important d'en parler car c'est de là que tout commence. Donc profitons de la hauteur pour observer un petit peu ce que nous pouvons commencer à distinguer. Le Spygate, ou affaire des enregistrements pour nous autres Français, est un scandale qui a éclaté en 2007 et qui accuse les patriotes de la Nouvelle-Angleterre d'avoir filmé la ligne de touche et plus précisément les signaux des entraîneurs des Jets de New York. Rappelons que ces signaux sont propres à chaque équipe et qu'ils servent de langage codé pour communiquer entre les coachs sur la touche et les joueurs sur le terrain. Donc quiconque déchiffrerait le code aurait un coup d'avance sur son adversaire pour déjouer ses plans. Après enquête de la Ligue, le commissaire de la NFL sanctionnera l'entraîneur Bill Belichick à une amende record de 500 000 $ pour son rôle dans l'affaire et le club à une amende de 250 000 $ en plus du retrait de leur premier tour de draft en 2008. Des punitions qui en auraient dissuadé plus d'un de récidiver. Et pourtant, c'est plus de 10 ans plus tard, en 2019, que l'affaire du Spygate 2.0 vit le jour, accusant une nouvelle fois les Patriots d'avoir filmé la ligne de touche des Bengals de Cincinnati en cachant leur vidéaste dans la tribune de presse. Effraction qui leur vaudra cette fois une amende de 1 100 000 $, le retrait de leur troisième tour de draft en 2021 et l'interdiction pour les équipes de vidéastes des Patriots de tourner pendant tous les matchs de la saison 2020.
Le Bountygate, ou scandale des primes, est un incident au cours duquel des membres du coaching staff des Saints de la Nouvelle-Orléans ont été accusés de verser des primes à leurs joueurs pour avoir blessé des joueurs de l'équipe adverse. C'est Greg Williams, le coordinateur défensif, qui, à son arrivée dans l'équipe, a mis en place tout ça dans l'espoir de rendre la défense plus agressive. En plus des primes offertes par les coachs, des contrats entre joueurs étaient placés sur la tête des joueurs adverses clés. Et c'est ainsi qu'on a pu voir le linebacker Jonathan Vilma offrir de sa poche une récompense de 10 000 $ en liquide à quiconque sortirait du match le quarterback Brett Favre qui jouait à l'époque aux Vikings de Minnesota. La NFL punira cet acte par la mise à pied de leur entraîneur principal Sean Payton sur toute la saison 2012, la suspension de leur coordinateur défensif Greg Williams pendant 1 an, ainsi qu'à une amende de 500 000 $ pour le club et une suppression de leur deuxième tour de draft pour les années 2012 et 2013. Ces primes ont été distribuées entre 2009 et 2011, année où a éclaté le scandale, et c'est d'autant plus triste quand on sait que 2009 est aussi l'année où les Saints ont remporté le Super Bowl et que ce scandale vient entacher cette jolie victoire. Les Super Bowl Fixies, qu'on peut traduire par correction ou manipulation des Super Bowls, est un phénomène où certaines personnes aiment à croire que la NFL truquerait les matchs du Super Bowl à des fins marketing en faisant gagner les équipes ou les joueurs les plus rentables. Des décisions arbitrales ou des choix stratégiques et techniques serviraient à faire basculer le cours d'un match. Et l'exemple qui revient le plus pour illustrer ce phénomène est le Super Bowl 51. Match que les Falcons d'Atlanta ont perdu contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en ayant mené 28-3 jusqu'à la fin du troisième quart-temps et où toutes les pénalités sifflées par les arbitres et toutes les actions appelées par les Falcons pendant le quatrième quart-temps n'étaient là que pour avantager les Patriots, les faire gagner en faisant le plus grand retour de tous les temps durant un Super Bowl et augmenter la popularité de leur joueur phare de l'époque, Tom Brady. À cela, on peut ajouter l'interception des Patriots, encore eux, face aux Seahawks lors du Super Bowl 49. 26 secondes à jouer, les Patriots mènent 28-24 et les Seahawks ont le ballon à 1 yard de la endzone adverse avec un temps mort à disposition. Dans leur backfield, le running back Marshawn Lynch qui a couru 24 fois pour 102 yards sur ce match et qui est prêt à faire le yard de plus pour offrir le deuxième titre consécutif à son équipe. Malgré tout ça et dans l'aberration la plus totale, les Seahawks décideront de faire une passe qui terminera sa trajectoire directement dans les bras d'un patriote. Une interception incompréhensible qui privera Seattle du titre de champion cette année-là. Ce n'est plus à prouver. Depuis la fin des années 60, l'utilisation de produits dopants tels que les stéroïdes et autres anabolisants est monnaie courante en NFL. Et même si la Ligue effectue un très grand nombre de tests antidopage estimés à plus de 12 000 par an avec à la clé des sanctions en cas de test positif, il semblerait que sa politique antidopage ne soit pas aussi bonne qu'elle veut bien l'admettre et qu'elle cacherait ou même s'accommoderait des résultats positifs de certains joueurs. C'est d'ailleurs pour ça que la politique antidopage de la NFL n'est pas gérée par une organisation indépendante mais par la Ligue elle-même en collaboration avec les syndicats de joueurs qui ont tout intérêt à étouffer le problème. En effet, les suspensions ne représentent seulement qu'1% de tous les joueurs testés par an, alors qu'on soupçonne depuis longtemps que l'utilisation réelle de produits dopants est beaucoup plus importante, presque comme dans le cyclisme. D'ailleurs, un expert de Penn State, l'université de Pennsylvanie spécialisée dans le dopage, a même déclaré qu'il n'y a que les personnes négligentes et stupides qui se font prendre. C'est pour dire. Mais pourtant, selon le porte-parole de la NFL Player Association, Brandon Parker, la Ligue n'aurait pas de problème de substance améliorant la performance et ils ont constaté qu'un grand nombre de violations étaient finalement considérées comme une utilisation involontaire d'un supplément qui a été contaminé. Et c'est comme ça que le tackle des Houston Texans, Dwan Brown par exemple, a pu sauver ses miches d'une suspension de 10 matchs en 2016. Juste après avoir été testé positif au clenbutérol, substance active préconisée pour le traitement des affections bronchopulmonaires chez le cheval de course, et jurant l'avoir ingéré par mégarde en mangeant du bœuf contaminé au Mexique. Et c'est aussi comme ça qu'on peut voir des joueurs comme Julian Edelman être nommé MVP du Super Bowl en ayant commencé la saison avec une suspension de 4 matchs pour violation de la politique de la Ligue en matière de produits dopants. Mais comme disait La Fontaine, selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Le tanking fait référence à une pratique consistant à aligner intentionnellement des équipes non compétitives pour profiter des règles de la ligue qui avantagent les équipes perdantes. A noter que cette pratique n'est pas possible dans les ligues sportives des autres pays qui pénalisent généralement les mauvais élèves en les renvoyant vers le niveau inférieur. Mais en NFL, grâce à la draft, les règles de la ligue donnent généralement les choix de repêchage les plus élevés aux pires équipes de la saison précédente, et c'est donc par choix que ces équipes vont perdre sur toute une saison et se séparer de ces joueurs vedettes afin de réduire la masse salariale pour pouvoir obtenir les meilleurs nouveaux joueurs sur le marché. Et un des plus gros exemples de tanking serait celui des Colts d'Indianapolis de 2011.
Alors qu'en 2010, ils affichaient un ratio de 10 victoires pour 6 défaites, ils ont complètement dégringolé en 2011 avec 2 victoires pour 14 défaites en utilisant comme excuse l'hospitalisation de leur QB titulaire Peyton Manning pour une intervention chirurgicale au cou, ce qui permettra aux Colts d'avoir le premier choix de la draft cette année-là et de recruter Andrew Luck qui aura pour sa première saison en NFL un score de 11 victoires pour 5 défaites. A noter que selon les médecins, Peyton Manning n'avait besoin que de 10 semaines de récupération, ce qui laissait entrevoir un potentiel retour pour les matchs de novembre. Malheureusement, il ne remettra jamais les pieds sur un terrain de toute la saison. Alors, coïncidence ? Le Deflategate est un scandale qui s'est produit le 18 janvier 2015 impliquant une nouvelle fois nos chers patriotes qui sont suspectés d'avoir volontairement dégonflé leur ballon lors de la finale de conférence qui les opposait aux Colts d'Indianapolis afin d'avantager leur quarterback Tom Brady alors que le match se déroulait sous une pluie battante. A savoir que jusqu'en 2006, la règle était que c'était l'équipe à domicile qui fournissait tous les ballons de la rencontre. Mais les règles ont été modifiées afin que chaque équipe puisse utiliser ses propres ballons en attaque, ce qui fait que les équipes tiennent alors rarement en main les ballons de l'adversaire, sauf en cas de perte de balle. Et c'est ce qui a mis la puce à l'oreille au linebacker des Colts, D'Qwell Jackson, qui intercepte Tom Brady dans le premier quart-temps de la rencontre et donne le ballon des Patriots au responsable de l'équipement des Colts, qui mesure sa pression et se rend compte de la supercherie. À la mi-temps, les 12 ballons fournis par les Patriots pour le match sont testés et 11 afficheront une pression inférieure à la normale. Et je vous vois d'ici me dire, mais Romain, les arbitres, ils le touchent le ballon à chaque action, alors pourquoi personne ne s'en est rendu compte ? Parce que la légende voudrait que les arbitres étaient au courant de la triche et que tout ceci était orchestré par la NFL elle-même pour avantager l'équipe phare de cette saison, les Patriots, et ainsi entrer dans la mécanique des matchs truqués à des fins marketing que nous avons déjà évoquées. Les Patriots écoperont d'une amende d'1 million de dollars et perdront leur premier tour de draft en 2016 et leur quatrième en 2017. Les deux personnes en charge du gonflage des ballons ont été suspendues des Patriots indéfiniment et Tom Brady sera suspendu pour 4 rencontres au début de la saison 2016 après avoir tenté de faire appel de la première décision en 2015. Malgré tout le battage médiatique de cette affaire et la suspension de Brady, cela n'empêchera pas les Patriots de remporter le Super Bowl cette année-là et Brady d'être élu meilleur joueur du fameux match contre les Falcons d'Atlanta dont nous avons parlé un peu plus tôt. La DPI, Defensive Pass Interference ou interférence de passe défensive en français, est la troisième faute la plus sifflée lors des matchs en NFL. Rappelons qu'une interférence de passe défensive est appelée lorsqu'un défenseur entre en contact avec un receveur alors qu'il est à plus de 5 yards de la ligne de scrimmage, qu'il ne joue pas du tout la balle mais directement le joueur, qu'il lui tient les bras pour l'empêcher d'attraper la balle ou qu'il vient volontairement couper sa trajectoire sans raison. Soit un très grand nombre de choix qui offrent la possibilité aux arbitres de pouvoir siffler cette faute à tort ou à raison et qui justifie le terme inconsistency qui veut tout simplement dire incohérente, car ce trop grand nombre de choix permettrait aux arbitres de pouvoir siffler cette faute quand ils le souhaitent et même de ne pas la siffler quand il le faudrait. La théorie voudrait donc que cela aide nos chers zèbres à avantager certaines équipes et que ça rejoigne la thèse des matchs truqués à des fins marketing et pécuniaires. L'exemple le plus probant pour illustrer cela reste cette action du match de demi-finale qui opposait les Saints de la Nouvelle-Orléans aux Rams de Los Angeles lors d'une passe de Drew Brees dans les dernières minutes du match où le défenseur des Rams, Robbie Coleman, est venu percuter de plein fouet le receveur des Saints, Tommy Lee Lewis, sans jouer la balle, sous les yeux de l'arbitre et sans que cela soit compté comme une faute malgré la violence du choc. Cette faute non sifflée fera que les deux équipes encore ex-aequo iront jusqu'en prolongation et que les Rams gagneront le match grâce à un field goal de 57 yards, privant ainsi les Saints d'aller au Super Bowl. Voilà, je pense que nous avons terminé notre petit repérage. J'espère que pour les connaisseurs, cette rapide mise à niveau ne vous aura pas trop ennuyé, et que pour les néophytes, cela vous aura permis de raccrocher les wagons, car il va maintenant être l'heure d'atterrir et d'entrer dans le vif du sujet. Donc accrochez vos ceintures, relevez vos tablettes et cramponnez-vous à vos accoudoirs. Nous amorçons la descente. Ah, vous êtes toujours là, ça fait plaisir. Je devine quand même à l'odeur que certains n'ont pas trop supporté la descente. À moins que ce ne soit la première partie de l'iceberg qui vous ait tant remué. Si c'est le cas, j'ai bien peur de devoir vous conseiller de ne pas avancer plus loin. En effet, bien que ce ne soit que la face visible de notre iceberg, les sujets que nous allons y aborder sont bien plus noirs et troublants, touchant à des scandales bien plus sombres qui nous entraînent irrémédiablement vers le côté le plus obscur du football. Si vous décidez de continuer, c'est donc à vos risques et périls. Et dans ce cas, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue officiellement sur l'iceberg de la NFL, et par ici la visite.
Ces 3 lettres sont le sigle d'une maladie appelée encéphalopathie traumatique chronique qui désigne la dégradation du cerveau lorsque la tête est soumise à des chocs violents et répétés ainsi qu'à des commotions cérébrales. Et là on ne parle pas de petits maux de tête qui passent avec un Doliprane, mais bien d'affections cérébrales qui conduisent à des maladies neurodégénératives provoquant des troubles mentaux, des hallucinations, de l'amnésie, de la dépression et même, sous sa forme la plus grave, de la démence précoce. C'est d'ailleurs superbement expliqué dans le film Seul contre tous avec l'excellent Will Smith qui raconte l'histoire du médecin qui a découvert cette maladie. Il faut savoir que pendant de nombreuses années, la NFL elle-même a nié tout lien pouvant exister entre les CTE et les coups à la tête pour ne pas avoir à indemniser les joueurs atteints par cette maladie et par peur que le public ait une image trop violente du football, arrête de regarder et lui fasse perdre énormément d'argent. C'est seulement après avoir été mise devant des preuves scientifiques accablantes et qu'un recours collectif intenté par d'anciens joueurs ait fait surface que la Ligue a accepté de débloquer $1 milliard d'indemnités. Elle a aussi, dans la foulée, accepté d'arrêter d'utiliser des méthodes fondées sur la race pour évaluer les réclamations de démence qui auraient privé des joueurs noirs d'indemnités s'évaluant à plusieurs centaines de milliers de dollars. Ce pays n'aura de cesse de me surprendre. Ou de me dégoûter, je sais pas trop. Alors que le 47e Super Bowl opposant les Ravens de Baltimore aux 49ers de San Francisco s'annonçait comme un match ennuyant et à sens unique en faveur de Baltimore, une chose très inattendue s'est produite faisant basculer complètement le cours du match. En effet, alors que les Ravens menaient 28-6 au début de la seconde période après un retour de kick-off de 108 yards de Jacoby Jones, le Mercedes Superdome de la Nouvelle-Orléans s'est retrouvé plongé dans le noir suite à une coupure de courant de plus de 30 minutes. Rappelons que depuis l'ouragan Katarina en 2005, soit 8 ans, aucun Super Bowl n'avait été joué au Mercedes Superdome. Et c'est ce qui aurait pu expliquer cet incident quand on voit les dégâts que cette catastrophe a causés dans le pays. Pourtant, la suite du match va quelque peu éveiller les soupçons de certaines personnes et faire naître bon nombre de théories douteuses sur cette affaire. Car une fois le courant rétabli et le match relancé, c'est une toute autre équipe des 49ers qui entre sur le terrain et qui va inscrire sans aucune difficulté 17 points dans le troisième quart-temps et n'en concéder aucun, réduisant l'écart à 28-23. Les Ravens gagneront quand même le match sur le score de 34-31, mais cette remontée fulgurante des 49ers pile poil après cette mystérieuse coupure de courant ne pouvait pas être simplement due au hasard, et beaucoup de personnes se sont donné à cœur joie de nous dévoiler leurs théories. À commencer par Ray Lewis qui lui voit cette coupure de courant comme un complot contre les Ravens en déclarant « Mais vous êtes une entreprise qui vaut des milliards de dollars et vos lumières s'éteignent ? Non, pas question. Vous ne pouvez pas me dire que quelqu'un n'était pas assis là en disant « Mec, nous ferions mieux de faire quelque chose ». Dans la même lignée, beaucoup de personnes pensent que ce sont les fans des 49ers eux-mêmes qui ont coupé le courant pour ralentir l'élan de Baltimore, et pour d'autres, ce sont les fans des Saints mécontents de la suspension de plusieurs joueurs de la Nouvelle-Orléans ainsi que de leur entraîneur principal Sean Payton pour l'affaire du Bounty Gate qui ont saboté l'événement. Donc ça, c'est pour les théories les plus probables, car on a aussi eu le droit à Beyoncé et les Destiny Childs qui ont consommé toute l'électricité durant leur retrouvaille à la mi-temps du match, à Bane, le grand méchant de Batman qui est connu pour semer le chaos durant les matchs de football, et aussi, vu qu'on est à la Nouvelle-Orléans, à une malédiction vaudou, mais ça, on y reviendra plus tard. Nous l'avons vu un peu plus tôt, la NFL a arrêté de nier le lien entre les commotions cérébrales à répétition et les graves répercussions qu'elles peuvent avoir sur le cerveau humain conduisant à la dépression, la démence et même au suicide. Et pourtant, il lui arrive encore très souvent de fermer les yeux sur des cas évidents de commotion et de renvoyer les joueurs sur le terrain au péril de leur vie, et ça, même après être passé entre les mains des médecins dans les fameuses petites tentes bleues. Beaucoup de joueurs avouent avoir caché leur commotion cérébrale aux médecins pour rester dans le jeu et pouvoir retourner sur le terrain, comme le running back des Jaguars de Jacksonville qui a déclaré que personne ne signera ou ne voudra d'un gars qui ne peut pas rester en bonne santé. C'est pour cela qu'a été instauré en 2017 cette tente médicale de couleur bleue pour que les joueurs puissent s'isoler avec le médecin de l'équipe pour évaluer la gravité de la blessure et savoir s'il peut, oui ou non, retourner sur le terrain. Dans les faits, c'est une bonne idée, si on oublie que les joueurs peuvent cacher leurs blessures comme on vient de le dire, ou que les médecins peuvent fermer les yeux sur certaines choses fortement influencées par les coachs pour permettre à leurs joueurs clés de finir le match. Pourtant déjà en 2009, la NFL a évoqué l'idée d'avoir des neurochirurgiens indépendants s'inquiétant en premier lieu de l'état de santé du joueur et non du déroulement du match et ayant une autorité suprême sur le retour ou non d'un joueur sur le terrain. Mais tout cela n'a jamais été mis en place, justifié par le fait que le problème majeur reste la capacité pour les médecins de pouvoir voir un maximum de joueurs sur le terrain. Bah oui, pour le même prix, 5 médecins d'équipe influençables ou un neurochirurgien qui peut vous faire sortir votre meilleur joueur sans que vous puissiez rien dire, le choix est cornélien. Michael Vick fait partie de ces joueurs qui ont marqué un tournant en NFL.
premier choix des Falcons d'Atlanta en 2001, il va révolutionner le jeu par ses qualités athlétiques exceptionnelles et ses facultés de lanceur, mais aussi de coureur. Véritable star de la NFL, égérie des plus grandes marques comme Nike, signant des contrats atteignant des centaines de milliers de dollars, Michael Vick avait tout pour devenir un grand champion. Malheureusement, même au summum de la gloire, il arrive que des vieux démons vous rattrapent. Et d'ailleurs, en parlant de démons, chacun est sien. En avril 2007, il est accusé d'organiser et de participer à des combats de chiens suite à la perquisition de sa propriété du comté de Surrey en Virginie, où seront retrouvés 66 chiens dont 55 pitbulls, présentant pour certains de nombreuses blessures, ainsi que tout le matériel nécessaire à l'organisation de combats. Sachez que ce genre de crime est passible en Virginie d'un maximum de 5 ans de prison et d'une amende de 250 000 $. Et surtout qu'en plus des combats, on apprendra plus tard qu'il aura aussi été l'auteur de 6 à 8 exécutions de chiens ayant perdu leur duel, ce qui justifiait évidemment des mises à mort par noyade, pendaison ou encore électrocution, et tout ça en ayant consommé de la drogue, vu qu'il sera contrôlé positif à la marijuana. Mais comme on dit, chacun gère ses émotions comme il peut. Il finira par plaider coupable en décembre 2007 suite à un accord avec la justice, ce qui lui vaudra une peine de 23 mois de prison ferme pour cruauté, organisation d'un réseau clandestin de combat de chiens et obstruction à la justice, ainsi que d'être suspendu indéfiniment de la NFL. Il ne fera en réalité que 19 mois de prison, reprendra sa carrière de joueur après sa sortie en 2009 chez les Eagles de Philadelphie et deviendra un fervent défenseur de la cause animale pour dépoussiérer son auréole. Il a même avoué avoir repris un chien depuis pour montrer sa rédemption et son retour dans le droit chemin, ce qui donne énormément d'espoir à Jean-Luc Lahaye pour sa demande d'adoption. La NFL est depuis très longtemps en proie à des affaires de joueurs abusant et violentant leurs conjoints ou leurs enfants. Depuis l'année 2000, 134 joueurs ont été arrêtés pour violences domestiques et 15 pour crimes liés à des agressions sexuelles. À titre d'exemple, c'est plus de 55% du total des arrestations effectuées. Tout ceci pourrait s'expliquer par l'encéphalopathie traumatique chronique qui, rappelons-le, touche énormément de joueurs et provoque dans la plupart des cas une diminution du fonctionnement social et une agressivité accrue, ce qui engendrerait donc toute cette violence envers l'entourage des joueurs. Mais la maladie ne peut pas être le seul bouc émissaire, car finalement la seule et première responsable est la NFL elle-même, qui permet aux joueurs de se comporter ainsi en toute impunité par son manque flagrant de réponses disciplinaires et même par son aide à dissimuler certaines preuves. Comme pour l'affaire Ray Rice, où le running back des Ravens de Baltimore a littéralement assommé sa femme à coups de poing dans l'ascenseur d'un hôtel au point de devoir la traîner par terre pour la sortir de la cabine, le tout filmé par la caméra de surveillance de l'ascenseur. Et il s'en est tiré au départ avec une suspension prononcée par la NFL de seulement 2 petits matchs. À savoir que les faits se sont déroulés en février et que la fameuse vidéo de l'ascenseur n'a été rendue publique par le site TMZ qu'en septembre. Au départ, la police aurait exploité une autre vidéo filmée par une caméra de surveillance située dans le couloir qui ne permettait pas de voir la scène dans son entièreté et qui a permis à Ray Rice de n'être poursuivi que pour simple voie de fait. Et c'est seulement plusieurs mois plus tard, en septembre 2014, après la publication de la vidéo de l'ascenseur, que l'équipe des Ravens de Baltimore a finalement décidé de mettre fin à son contrat, tout comme ses sponsors tels que Nike ou eSport, et que tous les maillots portant son nom ont été retirés des magasins. Bien que le commissaire de la NFL jure que la vidéo n'a jamais été mise à leur disposition et que personne chez eux ne l'avait vue avant, on peut quand même se demander pourquoi les Ravens ne sont pas séparés de lui tout de suite et surtout pourquoi toutes les vidéos de surveillance n'ont pas été en possession des enquêteurs. Est-ce que les Ravens et la NFL avaient plutôt intérêt à ce que tout cela reste sous silence, sachant que le contrat de Rice, qui courait encore sur 2 saisons, lui assurait de toucher 14,25 millions de dollars même en cas de rupture avec son club? C'est une question qu'on est en droit de se poser. En janvier 2000, alors qu'il était à une soirée du Super Bowl à Atlanta, Ray Lewis a été impliqué dans le meurtre de 2 jeunes hommes poignardés à mort après avoir eu une altercation avec les amis de Lewis. Ce dernier se serait immédiatement enfui après les faits à bord de sa limousine dans lequel ont été retrouvées des traces de sang appartenant aux victimes. À savoir que l'affaire n'est toujours pas résolue à ce jour et que personne n'a avoué qui avait donné les coups de couteau. Personne ne sait non plus où est passé le costume rempli de sang que Lewis portait ce soir-là et personne ne sait à combien s'élève le montant des sommes d'argent que le joueur de Baltimore a envoyé aux familles des victimes. Ray Lewis a simplement été accusé d'entrave à la justice pour ne pas avoir voulu témoigner contre ses amis qui ont été acquittés depuis d'ailleurs, ce qui lui a valu une amende de 250 000 $ par la NFL pour lui avoir causé du tort à cause de cette mauvaise pub. Ah, et l'année d'après, en 2001, l'année où il gagne le Super Bowl et devient MVP du match, il est soupçonné d'avoir eu recours au Deer Antler Spray, un médicament qui contient une hormone interdite, la GF1, pour guérir plus rapidement d'une blessure au biceps droit.
Quand on est diagnostiqué out pour la saison et qu'on revient au bout de 2 mois de convalescence frais comme un gardon, ça peut éveiller les soupçons. Mais comme vous pouvez le voir, il n'a pas non plus été inquiété plus que ça par cette affaire. Je vous refais pas la citation de La Fontaine, hein, vous avez saisi l'idée. Aaron Hernandez est connu pour avoir été un des plus jeunes joueurs de la NFL après la signature de son contrat avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre, empochant 42 millions de dollars sur 5 ans alors qu'il n'avait que 22 ans. Malheureusement, il est plus connu pour sa condamnation à vie après le meurtre d'Odin Lloyd, joueur de football américain semi-pro chez les Bandits de Boston et petit ami de la sœur de la fiancée d'Aaron Hernandez au moment des faits. Lorsque le corps de Lloyd est retrouvé à son domicile le 17 juin 2013, criblé de balles, Aaron Hernandez est immédiatement placé au rang de suspect numéro 1 et sera inculpé 10 jours plus tard. Apprenant la nouvelle, les Patriots mettront immédiatement fin à son contrat et c'est 2 ans plus tard, en 2015, que la condamnation à vie pour meurtre au premier degré tombe. Et malheureusement, ça s'arrête pas là. En effet, Aaron Hernandez est convoqué une nouvelle fois devant la justice en 2017 dans le cadre d'une affaire qui remonte à 2012 où l'ancien footballeur est accusé d'avoir tiré sur 2 hommes près d'une boîte de nuit de Boston car l'un d'eux aurait renversé son verre sur lui. La personne qui témoigne contre Hernandez n'est autre que son meilleur ami Alexander Bradley qui l'accuse lui aussi de lui avoir tiré une balle entre les 2 yeux et laissé pour mort car il était au courant pour le double homicide de Boston. Donc un charmant garçon et un très bon ami qui sera acquitté pour cette affaire de double meurtre est condamné à la seule charge de possession illégale d'armes à feu. Il retournera donc en prison pour continuer à purger sa peine à vie, mais sera retrouvé pendu dans sa cellule 3 jours plus tard. Alors oui, j'entends d'ici les défenseurs de la NFL crier haut et fort qu'elle ne pouvait pas savoir qu'elle engageait un délinquant doublé d'un meurtrier, et à ça je leur réponds, si, elle pouvait. En effet, peu après son arrivée sur le campus de l'université de Floride à Gainesville en janvier 2007, le jeune joueur de 17 ans est déjà arrêté à plusieurs reprises. Le 28 avril pour avoir refusé de payer la note après avoir consommé de l'alcool dans un restaurant et frappé un des employés en le blessant sur le côté de la tête, et le 30 septembre de la même année, il est suspecté d'être à l'origine d'une fusillade sur 3 hommes alors qu'ils attendaient dans leur voiture. Le chauffeur a reçu une balle dans le bras et un des passagers une à l'arrière de la tête. Le 3e passager non blessé décrit le tireur comme étant un Hawaïen ou un hispanique de forte corpulence ayant de nombreux tatouages. Mais aucune plainte n'est déposée et l'affaire est déclarée sans suite. Nous avons donc affaire à un homme qui a toujours eu des problèmes de violence. Et pour trouver une explication à cela, au-delà du fait que c'était un vrai membre de gang, sa famille a décidé, après son décès, de faire analyser son cerveau par un centre de recherche de l'encéphalopathie traumatique chronique. Et c'est en septembre 2017 que la directrice du centre, le docteur Ann McKee, a confirmé qu'Aaron Hernandez était atteint d'ETC à un niveau très élevé pour son âge. Ceci expliquerait donc peut-être cela. Eh bien ma foi, nous voilà arrivés au bout des 2 premières parties de notre iceberg sans trop d'encombre, et je dois dire que je suis même plutôt étonné de voir que la plupart d'entre vous est arrivé jusqu'ici. Alors évidemment que nous avons dû en laisser quelques-uns en route, mais pas d'inquiétude, on a toujours le droit à un petit pourcentage de pertes lors de nos visites. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo et ce nouveau format vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous afin de faire connaître à tous les terribles secrets que cache cet iceberg. Surtout que nous n'en sommes qu'au début de notre exploration et que nous aurons besoin de toutes les personnes possibles pour nous aider dans la suite de notre aventure. Alors bien évidemment, loin de moi l'idée de détruire l'image d'une institution et d'un sport que nous aimons tant. Mais comme souvent, quand il y a de la célébrité et de l'argent en jeu, aussi noble soit notre sport, il n'échappe pas à la dérive de certaines personnes qui se laissent aveugler par tout ça. Et je trouve que c'est intéressant de voir plus loin que ce qu'on veut nous montrer, l'envers du décor, car il n'est pas rare de voir la NFL nous montrer en grande pompe tout ce qu'elle fait de bien pour le football et ce qui gravite autour d'elle, mais ne serait-ce pas pour cacher tout le reste. Car preuve est faite que visages dévots et pieuses actions ne servent qu'à enrober de sucre le diable lui-même. Je vous laisse donc reprendre vos esprits, planter votre bivouac ici jusqu'à ce que nous repartions à l'aventure et que nous nous jetions dans le grand bain et dans tous les sens du terme, car oui, la prochaine fois, nous allons explorer tout ce qui se cache à la surface de l'eau, mais aussi sous la surface de l'eau. Donc profitez de l'air pur tant que vous le pouvez encore, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite dans les chroniques du football américain.